Mon expérience, c'est que je pense qu'on devra garder un peu de tout, mais après, faire du syndicat qu'en télétravail, ça a ses limites, quoi. Donc voilà, les gens manquent. En plus, quand on choisit ce genre de boulot, c'est parce qu'on aime bien les gens, qu'on a besoin de les voir. Et donc ça manque. C'est les collègues, les militants, faire des nouvelles rencontres, ça manque cruellement. Donc pour nous, ce qui est important, c'est que le télétravail, c'est du travail, et donc ça ne doit pas être une charge pour le travailleur. Donc nous, on est là pour s'assurer que ça se passe de la meilleure manière possible. On est là pour encadrer un peu le processus et pour que ça ne pèse pas sur le travailleur. Au niveau du salaire, au niveau du stress, les conditions de travail doivent être exactement les mêmes à la maison ou au bureau. On a bien pu toucher de près le fait que ça mettait d'une certaine manière en exergue la nécessité pour le monde de l'intermédiation, le monde syndical, d'inventer des nouvelles modalités qui sont basées sur une autre approche que celle des modalités de lutte habituelles organisées au sein de l'entreprise. Et je crois que l'évolution du télétravail nous va aussi, d'une certaine manière, positivement, je le crois, faire avancer les modalités d'intermédiation et les modalités de défense syndicale. Ce qui est vraiment super important dans le syndicalisme tel qu'on le pratique, en tout cas en Belgique, c'est les moments de formation. Donc ça, c'est vraiment des moments où, surtout dans la formation interprofessionnelle, il y a vraiment des échanges de pratiques d'un secteur à l'autre. Donc il y a une travailleuse à titre-service qui va rencontrer un travailleur du métal, qui va rencontrer une infirmière, qui va rencontrer quelqu'un d'un autre secteur. Et cet échange-là de bonnes pratiques, ou aussi cette solidarité qui se crée au travers des formations, est beaucoup moins là pour le moment. Donc on fait ce qu'on peut. On a fait des formations en vidéoconférence. Les gens essaient de se connecter, mais bon, parfois c'est avec leur smartphone, c'est compliqué. Et donc, oui, on fait tout notre possible pour qu'ils arrivent aussi à échanger. On a réussi à faire même des méthodes par groupe de travail en formation. Mais c'est pas pareil que d'être autour d'une table, que de prendre après le café ensemble en disant tiens, ce que tu m'as dit là-dessus, moi, ça me fait réfléchir. Dans mon entreprise, on pourrait peut-être imaginer ça de cette manière-là. Qu'est-ce que tu en penses? De reprendre ton numéro de téléphone, d'aller soutenir même un piquet de grève dans une entreprise du secteur dans lesquels on n'était pas du tout auparavant. Et ça, c'est quand même beaucoup plus difficile à créer pour le moment en vidéoconférence. Et on voit que tous nos formateurs donnent une énergie incroyable dans ces formations en ligne. D'ailleurs, ils sont vraiment épuisés parce qu'ils essayent de donner tout ce qu'ils peuvent pour créer cet esprit syndical aussi de solidarité. Mais ça, c'est beaucoup plus compliqué par écran interposé. Ça, il n'y a rien à faire. On n'a pas la plus-value qu'on a quand les gens se rencontrent et que c'est presque la magie qui opère parce qu'ils se rencontrent et qu'après, ils parlent aussi de leurs enfants et d'autres choses et qu'ils se rendent compte qu'en fait, au bout du compte, ils sont dans le même bateau pour améliorer les droits des travailleurs et des travailleuses, quel que soit le secteur, quoi. C'est une réflexion qu'on doit avoir. Hein. Comment est-ce qu'on organise des gens à distance? Comment est-ce qu'on arrive à maintenir une solidarité entre collègues quand on se voit pas tous? C'est notre raison pour laquelle du télétravail à 100%, c'est pas réaliste, c'est pas souhaitable pour nous non plus. Il faut garder un esprit de sens collectif, l'esprit qu'on travaille entre collègues en tant que collectif de travailleurs pour éviter aussi peut-être un sentiment d'individualisme qu'on pourrait retrouver si on se retrouve tous chacun chez soi, pour garder vraiment une solidarité aussi entre collègues. Ça, c'est vrai que c'est vraiment un des enjeux des délégations syndicales, des équipes syndicales. Hein. Ça va être, c'est d'aller retrouver les gens là où ils sont. C'est de... Voilà, il y a des personnes qui étaient déjà dans des collectifs de travail forts et qui restent dans ces collectifs-là. Les gens sont en contact, continuent à sonner, prennent soin les uns des autres, même à distance. Et puis, il y en a d'autres où, effectivement, on se dit, tiens, celui-là, on n'a plus de nouvelles depuis
depuis des mois et des mois. Et donc, effectivement, aller faire ce travail d'abord d'identification des personnes qui sont un peu tombées hors radar, et puis aller les rechercher, ça demande, parce qu'ils les équipes syndicales sont déjà en train de faire ce travail-là, mais ça demande une énergie colossale. Et il n'y a rien à faire, nos délégués aussi, c'est des personnes qui ont des vies d'adultes complètes, c'est-à-dire que ce sont des travailleurs, ce sont des militants dans l'entreprise, ils vont négocier face au patron, c'est déjà pas évident. Ce travail-là va venir en plus et il est fondamental. Mais c'est vrai que ça va demander beaucoup de temps, d'énergie, d'investissement et de soutien de la part de l'organisation syndicale, ça c'est sûr, parce qu'il faut aller les repêcher et leur demander aussi, voilà, ce qui leur parle à eux maintenant, après cette période-ci. Maintenant, je pense quand même que, notamment sur des revendications sur ce que coûte le télétravail, là, les gens vont bien sentir qu'il faut se coaliser. On sait que ça coûte entre 104, 105, 120 euros par mois d'être en télétravail chez soi. La connexion, l'électricité, l'eau qu'on consomme, le chauffage, évidemment, avec un hiver comme on a eu en plus, la facture se fait vraiment sentir pour tout le monde. Et donc là, voilà, il n'y a rien à faire quand ça touche le portefeuille. Je pense que les travailleurs sentiront que ça vaut la peine de se coaliser là-dessus. Et là, on le voit, ils font remonter leurs informations auprès des équipes syndicales, qui sont là pour ça aussi, et donc ils vont aller négocier, et qui commencent à faire déjà ça dès maintenant, en fait. Et donc, quels sont les autres enjeux principaux ? Je pense qu'il y a le droit à la déconnexion. Ça, c'est quand même un gros enjeu. C'est de pouvoir se dire, à un moment donné, la journée de travail se finit. C'est de pouvoir se dire, le lieu de travail qui est notre lieu d'habitation, on arrive à cloisonner quand même, à avoir une vie privée qui continue malgré tout et qui peut être respectée aussi. Donc ça, c'est un gros enjeu. Il n'y a rien à faire. C'était un enjeu déjà avant le confinement. Hein. C'était, le fait qu'on ait des smartphones, qu'on ait des notifications qui viennent tout le temps, etc. Ça réduit considérablement la frontière entre la vie privée et la vie professionnelle. Et ici, dans beaucoup de cas, il n'y en a plus du tout de frontière. Donc ça, c'est un très, très gros enjeu. Je pense que tout ce qui est lié aussi aux troubles musculo-squelettiques, à la posture qu'on prend chez soi pour travailler, ça va être un enjeu. Là, ça va faire un an et demi que certaines personnes sont en télétravail chez eux. Et voilà, on sait, quand on est dans une entreprise, sur un bureau, on a un siège ergonomique, on a les choses qui ont été adaptées, une certaine hauteur, on a certains types d'écrans, etc. À la maison, parfois, c'est un peu à la one again, comme on veut, où on est dans le fauteuil ou quoi, mais c'est pas du tout bon pour travailler à long terme dans des conditions de travail comme ça. Donc ça, c'est aussi un enjeu vraiment très, très important. Comme je le disais, l'histoire de la conciliation vie privée, vie professionnelle, il y a évidemment des avantages à être en télétravail. On gagne le temps de trajet, le temps de bouchon. Pour ceux qui étaient after à Bruxelles, je pense que ça change considérablement la qualité de la vie. On gagne en heures de sommeil, etc. Ça, c'est clair. C'est des avantages que les travailleurs et les travailleuses veulent garder. Maintenant, voilà. Est-ce que toutes les pauses doivent être consacrées à faire tourner une machine ou à préparer le repas du soir ? Je n'en suis pas convaincue. Donc, comment remettre aussi dans les pauses, cet informel qui est nécessaire. Alors, on va sans doute le retrouver avec une reprise partielle du travail quand même en présentiel. Mais voilà, ça va être à réfléchir aussi, de se dire comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on soigne cette reprise du travail, comment est-ce que les personnes vont pouvoir réellement se retrouver et pouvoir échanger aussi sur leur travail et puis sur tout le reste de ce qui fait la vie d'un travailleur ou d'une travailleuse. Ouais.